La table ronde de l'épisode précédent, la partie 1, elle est partie comme toutes les tables rondes avec des experts. J'avais préparé quelques questions très ouvertes sur comment gagner l'UTMB, mais surtout ce que chaque athlète doit comprendre pour réussir ses ultras à son meilleur niveau. J'ai essayé d'être le plus large possible dans mes questions, pour que mes invités aient tout l'espace nécessaire pour s'exprimer et aborder ce qui pour eux est réellement important, ce qui, dans leur vision, compte le plus. Et dans la partie 1, je trouve que ça a plutôt bien marché, car si tout le monde s'est accordé sur l'importance de la résistance aux dommages musculaires pour atteindre son plein potentiel en ultra, et qu'une bonne partie de l'épisode a été dédiée à ce facteur, on a aussi abordé d'autres sujets, comme le pacing, le mental ou encore la technique en descente. Dans cette partie 2, par contre, on a balayé beaucoup moins large. Adrien, Christophe, Guillaume, Julien, Ludo, tous les 5 ont considéré qu'il était crucial de parler de l'alimentation, car c'est pour eux un des piliers fondamentaux pour réussir un ultra comme l'UTMB, pour ne pas s'effondrer, pour être capable d'avancer pendant des heures et des heures. Et avec du recul, je suis pas vraiment surpris que cette thématique ait occupé une place aussi centrale. Si je reprends la métaphore de Christophe Mallardet et Guillaume Millet que vous allez entendre dans l'épisode, en ultra, il faut que le coureur soit un 4x4 robuste, résistant. Mais on peut avoir la meilleure carrosserie, s'il n'y a pas d'essence dans le moteur, on n'ira nulle part. Et pour continuer avec cette métaphore, si on met du diesel dans un moteur essence, ça marchera pas non plus. En soi, qu'importe l'excellence de notre système physiologique et musculaire, sans le bon carburant, en bonne quantité, on pourra jamais exprimer ses capacités correctement, on sera bridé. Bon, après, sous ce chapeau, il y a quand même plein de sous-thèmes qu'on a discutés, comme les quantités d'aliments à consommer, les apports à préférer et ceux plutôt à éviter, surtout si on est sensible, les méthodes pour prévenir les troubles gastriques et le fameux gut training, l'alimentation avant le jour J, et j'en passe, car avec plus d'1h15 de discussion, j'aime autant vous dire qu'on en a abordé beaucoup des points. Je m'appelle Cyril Forestier, je suis entraîneur de trail et pratiquant, mais surtout docteur en sciences du sport. Vous êtes dans Courir Mieux, le seul podcast de trail qui vous aide à progresser grâce à des conseils fiables basés sur la science. Et je suis ravi de vous présenter ce Scientific Day partie 2 au format table ronde, avec comme experts Julien Louis, Christophe Mallardet, Guillaume Millet, Ludovic Pommeret et Adrien Séguret. Avant de commencer, je remercie Suunto, partenaire de Courir Mieux pour la saison 2 du podcast. Les montres Suunto, c'est celles que j'utilise dans tous mes entraînements et mes compétitions. Et vous l'avez peut-être remarqué, une nouveauté a été annoncée pendant cette semaine UTMB 2025, la Race 2. Avec entre autres une batterie augmentée, un écran plus grand et plus lumineux et un nouveau capteur barométrique pour améliorer la précision des mesures d'altitude, la Race 2, c'est un allié encore plus fiable pour nos trails et nos ultras. Mais pour bien utiliser ce bijou de technologie, il faut d'abord s'entraîner, donc place à l'épisode. Guillaume, Christophe, Julien, Adrien et Ludo, on se retrouve pour la partie 2 de cet enregistrement sur comment gagner l'UTMB et peut-être un peu plus modestement comment réussir son UTMB dans un objectif de performance. On a beaucoup discuté dans la partie 1 de choses autour de la résistance aux dommages musculaires, du pacing, du mental, de comment est-ce qu'on peut travailler tout ça, etc. Je vous propose qu'on rentre dans cet épisode par la deuxième thématique qui a été un peu abordée dans la question, la première question de la partie 1, à savoir c'est quoi le facteur de performance qu'il faut essayer de garder en tête pour réussir sur son UTMB. Et sur cette question-là, Julien et Guillaume avaient soulevé un point similaire. Guillaume, il avait dit l'endurance. Et du coup, dans l'endurance, il y a aussi le côté endurance énergétique. Julien, il avait dit que c'était la capacité à s'alimenter, en dehors de parler de quoi spécifiquement, etc., la capacité à s'alimenter sur la longue durée qui va te permettre juste de durer. Si ça vous va, je vous propose qu'on rentre un petit peu dans cette thématique. Un peu la même question, je vais commencer avec la question aux entraîneurs, même si on les a beaucoup entendus dans la partie 1. Christophe, il disait ça en rigolant juste avant l'enregistrement. Est-ce que vous, en tant qu'entraîneur, vous mettez en place des choses spécifiques? Et Ludo aussi, tu peux compléter des choses spécifiques pour entraîner ça, pour travailler ça. Et après, Julien et Guillaume, vous pourrez compléter peut-être sur un peu comment on peut faire pour améliorer ces stratégies nutritionnelles en ultra-endurance. Adrien, Christophe, Ludo, dans l'ordre que vous voulez, on vous écoute. Je pense que quand t'es sur la victoire de l'UTMB, c'est que t'as un passif d'ultra-trailer et que le sujet alimentation, c'est plus le sujet majeur parce que t'as beaucoup expérimenté déjà sur des ultras, et effectivement, c'est une donnée majeure pour réussir dans l'ultra, pour pas dire la principale après avec le physique. Mais finalement, elle a été rodée et elle se pose pas le jour de l'UTMB. Et un athlète qui pourrait être fort sur des formats plus courts et qui décide d'aller sur de l'ultra, effectivement, c'est la question de comment il va se faire ses bascules entre des formats de 7 heures et des formats de 20 heures. Et souvent, la bascule, elle peut être physique, mais elle est souvent alimentaire.
Donc voilà, donc en fait, moi, il y a des athlètes avec qui ça s'est jamais posé cette question. C'est-à-dire qu'ils ont eu une stratégie, ils l'ont fait évoluer, et finalement, peut-être même de manière empirique, mais ça a toujours bien fonctionné, et c'était plutôt simple. Et puis avec des athlètes, ça a jamais fonctionné parce que cette composante, elle a toujours été à coup près pour au bout de 12-15 heures de course. Et moi, à titre perso, je délègue cette compétence quand il y a des difficultés de cet ordre-là, en fait. Voilà. Ouais, moi, des fois, je peux le mettre en place en fait avec certains athlètes qui justement ont un peu moins l'habitude d'aller sur du 100 miles. Ou voire même un peu plus court, hein, même sur du plus court, et de voir cette habitude à manger. Parce que c'est vrai que du coup, on a des athlètes qui ont... Alors c'est vrai quand on cherche à gagner l'UTMB, il faut quand même voilà, un petit peu de bouteille, hein, comme le dit Christophe. Mais on a quand même des belles surprises aussi, comme l'an dernier, hein, Vincent Bouillard. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup d'années d'expérience sur du très long aussi. On a des athlètes qui vont aller sur un UTMB pour aller jouer devant, chez les hommes ou chez les femmes, qui ont peut-être pas des grosses années d'expérience sur du 100 miles. Alors je dis pas de la course à pied, hein, mais je dis sur du 100 miles. Et je pense qu'il y a des choses qui peuvent être quand même mises en place. Alors bon, Julien en parlera beaucoup mieux, je pense, que nous, mais c'est vrai que moi j'essaye de pouvoir pousser des fois certains athlètes justement à très progressivement à pouvoir justement manger à l'effort, parce qu'on a des athlètes qui peuvent être très bons, qui arrivent à passer sur du 60-80, mais qui ont peut-être un peu plus de mal à passer après sur du long, qui n'arrivent pas à s'alimenter. Et c'est vrai que du coup il y a des choses qui je pense s'entraînent aussi. Et j'ai des athlètes moi qui ne mangent rien, enfin qui vraiment ne mangent vraiment rien. Et pourtant qui certains qui sont entre guillemets un peu nouveaux, mais qui ont un gros talent, ou d'autres qui sont plus anciens dans la discipline, mais qui sont toujours aussi têtus là-dessus, et qui à l'entraînement se disent ben non, je vais pas j'ai pas besoin de consommer ni rien. Mais par contre, il y a pas de souci, sauf que par contre en course, ben c'est toujours le même problème, sauf que par contre au bout de 10-15 heures, ben ça flanche parce qu'il y a rien, il y a rien qui a été ingéré. Donc du coup, pour pouvoir tenir entre 20 et 30 heures sans rien ingérer, ça commence à devenir compliqué. Donc pour gagner, donc c'est vrai que voilà, je pense que c'est important de s'entraîner quand même du coup à assimiler certaines doses de glucides. Et là, justement, on parle de glucides parce qu'il y a une certaine intensité quand on parle de personnes qui sont entre 20 et 30 heures. Dans l'effort, là, on n'est pas en rando, hein, donc c'est vrai que du coup, il faut quand même ingérer un petit peu de carburant. Et je pense que pour moi, ça s'apprend à l'entraînement. Et il y a certains entraînements, alors ça veut pas dire qu'à tous les entraînements on doit tourner à 80 grammes de glucides par heure, hein, c'est pas tous les jours, et pas 2 fois par jour pour ceux qui courent 2 fois par jour, mais je pense qu'il y a certains moments, certains entraînements où il faut pouvoir aussi s'entraîner à ingérer. On parle souvent de s'entraîner dans les conditions de course sur certaines sorties, que ça soit pour le matériel, que ça soit pour plein de choses. Je pense que ça fait partie aussi un petit peu du combo, à se dire il faut pouvoir aussi s'entraîner dans ces conditions-là et savoir comment je vais pouvoir m'alimenter, avec quoi. J'ai toujours des questions à me dire. Là, on a eu un championnat de France le week-end dernier qui était en altitude, qui a été assez long. Alors il y a eu la paramètre aussi altitude, tout ça. Donc pas mal de soucis aussi gastro-intestinaux. Et j'en ai plusieurs qui m'ont dit, mais est-ce qu'il faut que je prenne cette marque? Mais cette marque, ça fait 2 fois que ça me pose des problèmes, ci et là. Et pourtant, pas que des novices, hein. Et du coup, c'est vrai que voilà, c'est des choses qui se testent aussi, mine de rien, à l'entraînement, même si à l'entraînement, on n'a pas toujours les mêmes intensités de course, bien sûr. Mais il y a des choses qui se testent également. Et donc, que ça soit dans les marques, que ça soit dans la quantité, que ça soit tout ça. Donc, je pense que c'est des choses qu'il faut quand même travailler à l'entraînement. Ludo, juste avant de passer la parole aux scientifiques, entre guillemets, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as travaillé pendant longtemps pour arriver à certaines quantités? Comment tu as approché tout ça?
Non, j'ai pas travaillé depuis longtemps dessus. J'ai augmenté un petit peu récemment mes quantités, parce que je me suis rendu compte au final qu'avant que je change de partenaire, en fait, au final, j'étais vraiment j'amenais peu de carburant en fait à la machine. Donc là, comme je disais un peu avant, enfin, je sais pas si ça tournait quand je l'ai dit d'ailleurs, mais ouais, j'étais à peu près sur 60 grammes de glucides. À mixer en fait sur différents apports, que ce soit gel, purée ou boisson énergétique. Je l'entraîne pas particulièrement. Le gut training est un petit peu à la mode aussi, mais je me suis encore jamais forcé à le mettre en place. Je voulais le faire sur la hard rock pendant les soft rock, là, quand on fait reco sur plusieurs jours. Au final, c'est comme l'année dernière, j'étais plutôt en déficit calorique où j'ai fait des fois 12 heures, mais avec 200 calories sur les 12 heures. Donc, vraiment, un peu déficit. Donc, j'ai perdu un peu de poids aussi, d'ailleurs. Mais non, je l'entraîne pas spécifiquement. Mais ouais, je pense que c'est quand même important d'avoir un apport. J'ai discuté notamment avec Manon qui m'a dit qu'il fallait elle pouvait plus s'alimenter plus par des goûts récurrents les 10 dernières heures de course. Alors 10 dernières heures, ça me paraît tellement long que ouais, c'est compliqué si on peut pas s'alimenter. Puis je me dis que ça pourrait être tellement une perf plus qu'elle aurait pu aller tellement plus vite si on peut s'alimenter en fait sur la fin de course. Donc pas d'entraînement spécifique, mais ouais, j'essaye de maintenir même quand des fois il y a plus forcément l'envie d'ingérer quelque chose. Ouais, je me souviens même en 2016, j'arrivais pas à m'alimenter en début de course, et après je me suis vraiment forcé, et des fois presque à le ruminer, quoi, enfin à essayer de le garder, alors que quand qu'une envie c'est de le recracher, de le gel. Donc voilà, pas d'entraînement spécifique pour conclure. Pour passer le flambeau à Julien, je te passe le flambeau avec une petite question, et après je te laisse développer sur, selon toi, la nutrition en ultra, comment est-ce qu'on peut l'approcher, etc. La première question, c'est quand on dit gut training, est-ce que la première étape de ce training, c'est pas en fait juste de s'alimenter régulièrement à l'effort sans chercher quoi que ce soit de compliqué, c'est-à-dire juste quand tu fais tes sorties longues, manger, et c'est déjà ça la base numéro 1 du training, sans aller chercher... Tu vois, quand on parle training en endurance, on pense je vais faire de séances fractionnées, des choses comme ça. En fait, là, pour l'alimentation, est-ce que c'est pas juste commencer par s'alimenter? Peut-être juste avant Julien, justement, je vais réagir sur ce que tu dis. Ça m'arrive en fait d'aller faire un entraînement après un repas en fait. Et je pense que ça peut déjà être une forme de gut training, c'est entraîner en fait son estomac à n'importe quel moment. C'est-à-dire aussi pas se dire non, je vais attendre un peu après le petit déj pour aller m'entraîner. C'est déjà aller faire son entraînement avec l'estomac plat. Des fois c'est pas très confortable, mais je pense que ça peut être une partie de gut training. Désolé Julia, je t'ai coupé, vas-y. Non, c'est exactement ça. Du coup, Ludo, tu confirmes en fait, tu t'entraînes au gut training, tu le fais. Sans t'en rendre compte peut-être. Mais manger directement après un repas, en effet, fait partie des stratégies pour s'habituer à mieux absorber les glucides en fait à l'effort. Il faut le faire de temps en temps, je pense, c'est une des stratégies. Ou simplement, comme tu disais, Cyril, s'habituer en fait à manger de manière régulière toutes les semaines. Il y a quelques séances d'entraînement où en effet, il faut s'habituer à ingérer des glucides sous forme liquide, solide ou semi-liquide sous forme de gel, mais il faut s'y habituer. Et petit à petit, avec la fréquence, on va en effet devenir entraîné à absorber des glucides, et ça posera de moins en moins de problèmes à l'effort en fait. Donc c'est assez simple au final, et il suffit de le faire de manière fréquente. Ok. Et du coup, pour continuer là-dessus, selon toi, est-ce que tu vois déjà au fil des années une évolution de la place que ça a pris l'alimentation en ultra? Selon toi, ce serait quoi une façon d'approcher cette endurance énergétique, ces apports énergétiques de manière pertinente sur l'ultra trail, et par exemple sur un format comme l'UTMB qui va durer, on va dire, entre 20 et 30 heures pour ceux qui vont écouter cet épisode, j'imagine? Ouais, ça évolue dans le sens où c'est vrai que la nutrition du sportif, c'est un domaine de recherche qui a beaucoup évolué. Les recherches se sont accélérées au cours des 10-15 dernières années. Donc, il y a beaucoup de découvertes scientifiques et les recommandations évoluent. On est dans l'ère hyperglucidique en ce moment, c'était pas le cas il y a 10 ans, où on faisait beaucoup de train low. À l'inverse, on mangeait pas de glucides du tout en allant s'entraîner.
Donc, on a un petit peu changé maintenant en incluant toutes ces différentes stratégies et en faisant certains entraînements avec quasiment rien que de l'eau et d'autres entraînements avec des apports très élevés. On essaye de travailler sur le spectre complet, en fait, pour essayer idéalement de développer ce qu'on appelle une flexibilité métabolique où au final, on va apprendre vraiment à utiliser les glucides quand on en a besoin, c'est-à-dire quand l'effort est intense, dans les montées par exemple, ou quand on va vite. On a parlé du départ précédemment de l'UTMB, mais également on va apprendre son organisme à aussi utiliser les graisses quand c'est très long, plutôt en fin de course, en milieu de course, ou quand l'intensité est plus faible. C'est je dirais, la solution idéale. Une personne, un coureur qui arrive à obtenir cette flexibilité métabolique. C'est un peu le Graal, je dirais. C'est assez difficile à mesurer aussi. Néanmoins, je pense que ça implique des entraînements avec glucides, avec beaucoup de glucides et potentiellement certains entraînements sans glucides également. En ayant cette gestion, cette périodisation intelligente des apports en fonction de la programmation de l'entraînement, en fait. Certaines séances d'entraînement ne nécessitent pas d'apport, alors que d'autres séances d'entraînement nécessitent des apports, tout simplement. Juste, en fait, tu mentionnais en fait des entraînements sans glucides du tout. Si j'ai bien écouté un de tes podcasts, Cyril, tu disais il faut un minimum de glucides pour pouvoir absorber, pour pouvoir justement travailler sur la filière lipidique. Ça n'a pas l'air d'être ce que tu dis, Julien. C'est parce que tu pars avec un stock de glucogène, en fait. C'est ça. C'est que de toute façon, tu vas cramer une partie de tes glucides pour aller consommer tes lipides. Mais si l'entraînement est très long, ce que tu disais, Cyril, c'est quand même d'avoir un minimum d'apport glucidique pour aller brûler les lipides. C'est toujours valide, ça, c'est juste. En fait, ça, je vais laisser certainement Guillaume et Julien compléter, mais parce que moi, j'ai répété bêtement leur adage, mais en fait, non, il y a des papiers là-dessus. Les lipides brûlent au feu des glucides, et de ce que je disais ça pour ça, il semble qu'il faille un minimum de glucides pour que la lipolyse soit parfaitement efficace. Sinon, tu tournes sur un substrat qui est pas assez présent ou peu présent. Je vous laisse compléter. Non, c'est sûr que plus c'est long, plus en effet, il y a intérêt quand même à prendre des glucides. Quand je parle d'entraînement sans glucides, on est sur des entraînements de 1 heure, voire maximum 1 heure et demie. On est sur sur de très courtes distances. Par contre, dès qu'on passe l'heure et demie, en effet, il va falloir ingérer des glucides. Et puis là, il y a vraiment des sensibilités différentes par rapport au fait de ne pas manger de glucides. Certains sont très sensibles à l'hypoglycémie, par exemple. Donc, c'est des choses que je ne recommanderais pas. Et puis, en effet, c'est important également pour d'apprendre à switcher, en fait, entre oxydation glucidique et lipidique, ne pas se restreindre complètement d'un substrat, par exemple des glucides, pour apprendre également à jouer sur les deux tableaux. Mais ça, pour moi, voilà, c'est la stratégie idéale, en pensant que je pense qu'il faut garder en tête que peu importe le type d'effort, l'apport en énergie il est important pour continuer à courir à l'intensité souhaitée, en fait. À un moment donné, en effet, plus c'est long, plus ça va être compliqué de maintenir l'effort s'il n'y a pas d'apport exogène en s'alimentant. Et ça, ça semble assez logique, mais voilà, il faut pas l'oublier. Comment faire en sorte de maintenir ces 4,5 grammes de sucre dans le sang pendant toute la durée de l'effort, 20 heures, 25 heures, 30 heures, pour éviter les périodes d'hypoglycémie et les baisses de régime, aussi bien physique, mais aussi bien au niveau cognitif aussi. Ne pas avoir de perte de vigilance, de concentration. Je pense que ça peut être très important sur un format tel que l'UTMB où il faut courir la nuit, il faut rester vigilant, il faut regarder où on pose les pieds par terre. Donc les sucres sont importants aussi pour le cerveau. Il y a une question que tout à l'heure Christophe posait et que je te propose j'avais dit qu'on l'aborderait dans cette partie et je te propose qu'on en parle et tout le monde pourra compléter. Il avait parlé de manger en descente, manger en montée, manger à plat. Est-ce que aujourd'hui on commence à s'intéresser, parce que quand on regarde un peu des fois la littérature, on va dire allez, je pars à 50 ou 60 grammes par heure sur 24 heures. Par exemple, Ludo, il parlait de 60 grammes sur sa hard rock. Mais en fait, là, on parle d'une moyenne lissée. Et quand on regarde le papier de Kilian, il y a un papier qui a été publié sur Kilian Jornet, peut-être que vous connaissez, Kilian Jornet, le coureur, qui disait qu'il avait mangé 75 grammes en moyenne, mais en oscillant entre 50 et 110 grammes selon les phases de course sur son UTMB 2022. Est-ce que ça, c'est des choses vers lesquelles on va commencer à se diriger, selon toi, des oscillations comme ça en fonction de la topologie ou des choses dans le genre ?
Ouais, si. Alors, d'un point de vue physiologique, bien sûr, plus l'intensité est importante, plus normalement il faudrait manger pour continuer à apporter, en effet, cet afflux de sucre, et parce que l'oxydation des glucides à ce moment-là, elle est importante. Au niveau musculaire, elle va vraiment augmenter, et donc, il faut fournir plus de carburant à ce moment-là, ou ou pour ou pour l'heure qui suit. Et donc, en effet, ça semblerait plus logique de manger peut-être dans les montées parce que c'est plus intense que dans les descentes. Mais je dirais que, moi, mon conseil, il serait plutôt pratique, dans le sens où il faut manger quand c'est le plus confortable pour soi, en fait, durant la course. Si c'est pas confortable du tout de manger en côte, ça va être compliqué peut-être, et il faudrait pas que ça altère la capacité à courir sur ces phases de montée. Et pareil, courir en descente, manger en descente, ça peut être compliqué si la descente est très technique. Donc, je pense que c'est un peu du bon sens. Quand est-ce que c'est simple de manger pendant la course? Quand est-ce que c'est le plus confortable également, en fait? Il n'y a pas trop de recherche par rapport à ça. C'est assez nouveau, hein. Peut-être que c'est quelque chose qu'on pourra investiguer de manière plus précise dans le futur, hein. Mais est-ce que pour toi, il y a plus de risques en fait à manger en descente parce que les impacts sont plus importants? Je parle pour avoir des problèmes gastriques en fait. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été étudié là-dessus sur je sais pas, et puis aussi le temps d'assimilation. Est-ce que tu dis il faut manger en montée? En combien de temps en fait ce qu'on mange en fait va être productif et va être vraiment transformé en sucre? Est-ce qu'il faut l'anticiper? Ça m'est arrivé de faire ça, mais est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il faut l'anticiper sur la fin de la descente pour se dire il y a une montée qui arrive? Quel est ce temps d'assimilation, quoi? C'est très rapide, l'assimilation, c'est très rapide, et l'impact que ça peut avoir au niveau musculaire, c'est quelques minutes en fait, c'est vraiment rapide. Et au niveau du cerveau, c'est quelques secondes après ingestion. Donc, c'est très rapide. En effet, en fin de descente, quand ça va remonter, on peut se dire peut-être sur un passage un peu plus plat, on peut essayer de manger parce que l'effort va redevenir intense et on va en avoir besoin. Mais on n'est pas sur essayer d'imaginer 1 heure avant quoi faire. C'est quelques minutes en fait qui vont être nécessaires pour assimiler ces sucres ingérés et s'en servir vraiment. Il n'y a pas de travaux à ma connaissance sur l'impact de manger en descente ou manger en montée par rapport à comment on l'assimile. Est-ce qu'on va pas créer des troubles gastro-intestinaux si c'est en descente? Ça semblerait logique. Je peux simplement vous répondre par rapport à une étude qu'on a fait récemment chez des marathoniens, hein. Bon, c'est beaucoup plus court. C'est des marathoniens qui courent en moins de 2h30. Donc quand même un bon niveau. Et chez eux, par exemple, en fait, on a essayé de leur proposer 60 grammes par heure, 90 grammes par heure et 120 grammes par heure. Et systématiquement, quand on passait au-dessus des 60 grammes par heure, ils avaient des troubles gastro-intestinaux assez violents. Et donc, on s'est dit, c'est probablement lié au choc, à l'impact également que ça peut avoir à ces vitesses-là. Mais voilà, on n'en est pas sûr. On n'en est pas sûr. Ça paraît logique que l'impact puisse altérer la capacité à bien les assimiler, mais ça reste encore à investiguer. Un des éléments de la transplace, c'est que les troubles gastro-intestinaux sont beaucoup moins fréquents en vélo qu'en course à pied. Donc, on peut penser que l'onde de choc joue clairement. Ouais, aussi. Juste, je voudrais remettre un petit peu peut-être l'église au centre du village. On a parlé de différentes choses et on a mis ça sous le vocable gut training. Et en fait, en faisant référence, à mon avis, à des choses totalement différentes. Donc, on a parlé de, par exemple, aller manger, aller courir après avoir mangé. Donc, d'un point de vue physiologique, je suis pas sûr qu'il y a vraiment un intérêt, mais peut-être, Julien, tu vas me contredire. Par contre, il y a sûrement un intérêt d'un point de vue psychologique de se mettre, et ça m'a fait penser à ce que disait, par exemple, François Den quand il disait, moi, le fait que j'ai des gamins, que des fois je dorme mal la nuit et qu'ils sont malades, etc., et que je vais m'entraîner alors que c'est difficile, je suis pas dans les conditions idéales, lui, il le prend en positif en disant, oui, ça m'entraîne à l'ultra, c'est ça. Des fois, on n'est pas bien. Souvent, on n'est pas bien. Et donc, ça m'entraîne à ça. Mais plus pour des aspects, à mon avis, psychologiques que physiologiques. Il n'y a pas tellement d'intérêt à aller courir, à mon avis, en étant en déficit de sommeil. Donc là, je ferai un petit peu le parallèle avec ça. Quand on mange, on n'est pas bien, on a des troubles gastro-intestinaux. Quand on est en ultra, ça peut être la même chose. Après, il y a 2 mots qu'a prononcé Julien qui sont importants, à mon avis. C'est le mot flexibilité métabolique et le mot périodisation. Ça, c'est deux mots clés. Effectivement, la flexibilité, elle est importante. Et quand on parle de gut training, il y a la flexibilité de être capable d'utiliser de plus de lipides à l'exercice. Et ça peut se travailler effectivement. Ça se travaille à l'entraînement, mais ça peut se travailler en faisant des séances spécifiques, notamment des séances à jeun, etc. Et après, il y a
l'inverse, c'est-à-dire être capable en même temps, quand on a besoin, d'assimiler beaucoup de glucides à l'effort. Et là, je renverserai un petit peu la proposition. Quand Julien, tu disais qu'on va apporter l'énergie quand on va en avoir besoin, on peut aussi se dire l'inverse, c'est-à-dire si je suis capable d'apporter plus de glucides, alors je pourrai avoir une intensité qui sera plus élevée. Donc, il faut travailler les deux. Alors, comment? Ça, c'est moins mon domaine, c'est pas mon domaine. Quand est-ce qu'il faut faire cette périodisation, justement, entre travailler plutôt sur les lipides et travailler plutôt sur les glucides? Ça, je suis même pas sûr que tous les nutritionnistes, vous soyez d'accord entre vous. Mais en tout cas, il faut travailler sur les deux aspects, ça, c'est important. Et d'un point de vue physiologique, quand je disais c'était important quand même de parler, parce qu'on n'a pas parlé du tout des mécanismes encore, on parle de choses complètement différentes. C'est-à-dire que quand on va travailler sur la lipolyse, on va travailler sur les enzymes de la lipolyse, que l'on va pouvoir travailler quand on fait de l'entraînement endurance en général et peut-être de l'entraînement à jeun de façon un petit peu plus particulière. Par contre, pour moi, le gut training, ça avait une signification particulière. C'était quand même essentiellement travailler, et c'est ce que, à mon avis, quand même, le gut training, ça veut dire ça en particulier, c'est de travailler sur cette capacité à consommer à assimiler beaucoup de glucides à l'effort. Et là, c'est en lien avec le nombre et l'activité des transporteurs intestinaux qui permettent effectivement d'assimiler ces glucides. Et donc, on parle de choses, on met tout ça sous le vocable gut training, mais pour moi, gut training, c'est surtout ça. En tout cas, peu importe qui a raison, qui a tort, mais quand on peut pas juste dire gut training d'une façon générale, il faut essayer d'aller un petit peu plus loin dans les mécanismes, mais je parle encore une fois sous le contrôle de Julien, puisque le spécialiste de nutrition, c'est ça. Mais voilà, je voulais juste repréciser un petit peu ces choses. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Hein. C'est vrai que l'entraînement intestinal, du coup, gut training, on en parle, mais pour moi, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a plusieurs stratégies qui rentrent dedans. Et c'est vrai que le terme scientifique original de gut training en anglais, il vient en effet de manger beaucoup de glucides à l'effort pour augmenter le nombre de transporteurs. SGLT1, GLUT5 hein, pour le glucose, des maltodextrine et fructose. Et c'est vrai que maintenant on met un petit peu tout dedans et on inclut aussi les stratégies tout simplement pour avoir plus de confort quand on mange à l'effort. Et là, c'est notamment ce qu'on disait, manger après un repas. C'est surtout du confort. Il n'y a pas forcément de mécanismes physiologiques qui vont s'installer, mais on s'habitue peut-être au désagréable et au final, ça devient de moins en moins désagréable. Tout simplement. Ça fait partie des facteurs de la performance. On a tout à l'heure l'endurance, c'est quoi? C'est plusieurs choses, des résistances aux dommages musculaires, le mental. Et c'est ça, si tu commences à tout de suite lâcher l'affaire parce que t'es pas bien, tu commences à te sentir moins bien au niveau du bile, eh ben oui, ça fait, tu vas lâcher. Et du coup, résultat, c'est la même chose. Alors que si tu l'as un peu travaillé, que tu es habitué à faire ça, alors c'est surtout tu bénéficies surtout de l'expérience que tu as eue d'autres courses où on a tous expérimenté ça. La première fois où ça nous arrive, on se dit c'est la fin du monde. Et puis parfois, tu te rends compte que ça revient. Et le meilleur exemple, encore une fois, c'est Ludo quand il a gagné son UTMB, où il était, il me semble, tu confirmeras Ludo, vraiment un vrac au niveau du bide au début de la course. Et derrière, c'est revenu. Et donc, ça peut arriver. Donc, une fois que tu as cette expérience-là, ça te donne quand même plus confiance. Et donc, le mental, finalement, il se travaille naturellement avec l'expérience. Tout à fait d'accord. C'est souvent ce que j'ai aux athlètes qui veulent vraiment s'attacher à leur stratégie nutritionnelle. On essaye de mettre quelque chose en place. Mais souvent, malheureusement, les athlètes se stressent par rapport à cette stratégie. Et la première des choses à leur conseiller, c'est en effet, attention, la stratégie potentiellement va pas marcher. À un moment donné, ça va plus marcher. Au bout de 15 heures, ça peut très mal se passer. Donc, qu'est-ce que tu fais si ça se passe mal, en fait? Il faut être préparé à ce moment-là où ça va mal se passer. Et c'est normal, ça peut arriver parce qu'on n'est pas fait de la même manière et puis c'est pas une science exacte. Juste parce que je vois déjà venir les commentaires, Julien, tu as dit s'entraîner à manger beaucoup de glucides. Et beaucoup de glucides dans l'imaginaire collectif, ça peut renvoyer à plein de choses. Est-ce que tu peux donner un ordre de grandeur de ce à quoi tu fais référence quand tu parles de manger beaucoup de glucides en gut training? Beaucoup de glucides, c'est relatif à nos habitudes. Si on a l'habitude de rien prendre, beaucoup de glucides, déjà, ça va être 30 grammes par heure et ce sera déjà bien. Il faut arriver à cette étape. Mais si on mange déjà 60 grammes par heure et qu'on veut essayer de monter plus haut vers les recommandations de la littérature, ce sera peut-être essayer de passer à 90, voire potentiellement 120. C'est y aller de manière progressive et ça prend du temps. Ça prend du temps. Il faut faire ça une dizaine de fois à l'entraînement en étant progressif dans cette augmentation d'apport pour petit à petit habituer ses intestins, développer ces transporteurs et avoir une absorption qui est meilleure. Mais commencer tout de suite par 90 grammes par heure alors qu'habituellement on prend 15 grammes, ça va mal se passer, c'est sûr. Et en même temps, j'avais cru comprendre que ces adaptations, Julien, pouvaient se mettre en place rapidement.
en quelques semaines. Donc ça, c'est ce que j'avais lu. Et puis sur le terrain, parce que la science du terrain, elle est importante, mais il faut aussi bien sûr toujours réfléchir à ce qu'il n'y a pas des intérêts commerciaux derrière. Mais en tout cas, on discutait un petit peu en off avant le début de l'enregistrement de ce podcast de David Roche qui annonce 140 grammes par heure sur 15 heures lorsqu'il a battu le record de la V800. Donc, est-ce que c'est vrai, pas vrai, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, ça peut monter sur des chiffres aussi délirants que ça sur 15 heures. On parle pas de 2 heures. Maintenant, est-ce que c'est pour faire plaisir à son sponsor ou pas? J'en sais rien. En tout cas, c'est ce qui est annoncé pour les réseaux sociaux, donc ça vaut ce que ça vaut. D'un point de vue scientifique, les papiers montrent 7-8 séances où on va augmenter les apports, plus que la normale, plus que les habitudes. Donc voilà, 7-8 séances, ça peut être 3 semaines si on s'entraîne très régulièrement. Ça peut aller vite. Donc pour l'amateur, je dirais, qui s'entraîne que 2-3 fois par semaine, bah, ça va prendre beaucoup plus de temps. Vraiment te couper, Julien. Je pense qu'il y a aussi un petit peu comme dans l'entraînement, quand on travaille VMA pour un ultra-trailer, on sait très bien qu'on va courir loin de cette vitesse-là. Ben, est-ce que c'est pas aussi un petit peu la même chose en termes d'apport énergétique? C'est-à-dire s'entraîner à consommer 90-100 grammes, ça veut pas dire qu'on va forcément faire ça en ultra, mais on se donne un petit peu de l'air. Et ça rejoint aussi un peu à la discussion qu'on a eue sur la descente. Je crois que c'est Christophe qui parlait de l'aisance en descente, etc. Oui, en ultra, on court doucement en descente, relativement doucement, même les meilleurs. Mais ça ne veut pas dire que le fait d'être capable de courir vite, ça sert à rien, puisque ça va nous permettre d'être en plus faible pourcentage de sa vitesse max et donc de se donner de l'air. Moi, j'appelle ça comme ça. C'est pas très scientifique, mais je pense que c'est par là. Et là, c'est un peu la même chose pour les apports en glucides. Si je suis capable de faire un entraînement 100 grammes par heure, alors quand je descends à 80 sur un ultra, ben, je suis tranquille. C'est ça, et également le rendement d'oxydation des glucides au niveau musculaire, il n'est pas à 100%. Si on consomme 100 grammes par heure, on va consommer que 80 grammes à peu près au niveau musculaire. Donc il y a toujours une petite marge. Le reste, on ne sait pas trop où il part. Est-ce que c'est le fonctionnement des organes? Est-ce que c'est le cerveau? Est-ce que c'est autre chose? Mais le rendement au niveau musculaire, il n'est pas à 100%. Et une chose sur laquelle j'aimerais bien, peut-être, désolé Christophe, je crois que je t'ai coupé, mais juste une chose sur laquelle on n'aura pas le temps d'appuyer dans cet épisode, mais qui est aussi à garder en tête pour les auditeurs, c'est qu'on parle beaucoup des glucides, mais si je ne me trompe pas, il faut aussi parler des quantités d'eau et de sodium qui vont avec, parce que les glucides passeront pas s'il n'y a pas assez d'eau, beaucoup d'eau va diluer les quantités de sodium et il faudra en apporter aussi. Donc voilà, on n'aura pas le temps de tout apporter, mais pour les auditeurs, il ne faut pas oublier que c'est un triangle, j'ai l'impression, Julien, tu me corrigeras, mais entre 3 apports, et qu'il faudra tout équilibrer. Simplement, vite fait peut-être, par rapport à l'assimilation des glucides, quand on est déshydraté, elle se fait moins bien en fait. La vitesse de vidange gastrique au niveau de l'estomac, pour faire en sorte que les glucides aillent vers l'intestin, elle est ralentie quand on est déshydraté. Donc ça sera beaucoup moins bien en fait. Donc bien sûr, en effet, il faut s'hydrater de manière régulière. Bon, là, on a parlé beaucoup de la stratégie pendant la course, mais pour moi, pour ça aussi, je délègue assez rapidement quand il y a des problèmes fonctionnels pendant la course, et me dire aussi en amont, c'est quel terrain et quel équilibrage alimentaire au quotidien la personne a. Et sur les sports d'endurance, je trouve qu'il y a quand même des déviances alimentaires qui sont assez fortes ou assez disparates d'un individu à l'autre. Et ma question, c'était aujourd'hui, c'est quoi, on va dire, tes précos, on va dire quotidiennes sur c'est vaste, mais en même temps, c'est comment tu recentres aussi le sujet sur, ok, bon, je mange mes 80, mes 70 grammes pendant la course, mais qu'est-ce que je fais au quotidien pour que tout ça puisse avoir du sens. Et je trouve aussi que ces déséquilibres alimentaires, alors il n'y a pas du stress qui pouvait engendrer ce déséquilibre alimentaire, mais c'est aussi ces changements d'habitude qui sont totalement dysfonctionnels sur les 5 jours avant la course, parce qu'on a peur de manquer, parce qu'on change de régime, parce qu'on n'est pas chez soi, etc. Et on se retrouve vite sur un inconfort digestif qui est quand même parfois déjà biaisé dès le départ. Donc c'était un peu cette question autour de en dehors de la stratégie pendant la course, une stratégie d'été pour être sûr quand même que voilà, on part pas sur un terrain totalement biaisé, quoi. Avec premièrement, les jours qui précèdent la course, je pense que c'est capital, c'est des moments à travailler pour éviter l'incertitude et éviter une augmentation du stress. Donc on passe beaucoup de temps à préparer ces jours qui précèdent la course. Et même si on est dans un environnement qui n'est pas familier, les aliments qu'on mange, ils doivent être familiers en fait. Donc là, mon conseil, serait d'élaborer une liste en fait des aliments que l'on souhaite manger les jours qui précèdent la course.
et de trouver les opportunités pour soit les acheter, soit les consommer au restaurant peut-être si on peut pas cuisiner. Mais ça c'est quelque chose qu'on prépare bien en amont parce qu'on sait que c'est un moment capital. Donc on commence par ça. Hein. Comment on va faire la semaine de la course pour faire en sorte que tout se passe bien. Et là, il y a d'autres stratégies plus précises qu'on peut appliquer, telles que réduire les apports en fibres pour améliorer le confort digestif. Sélectionner que certains aliments qu'on sait qui vont bien fonctionner chez nous parce qu'on les digère bien et on les aime aussi. Et ça peut être assez générique. Ça peut partir du choix d'aliments, mais ça peut aller jusqu'à une quantité précise adaptée à son poids et à son métabolisme. Ça dépend où on veut placer la barre en termes de nutrition. Certains veulent être très précis et tout contrôler, vont peser leur assiette. Et d'autres ne veulent peut-être pas se porter trop d'attention à ça et vont simplement se porter sur des choix alimentaires, ce qui est déjà bien. Il faut simplement, je pense, trouver où on se situe dans ce niveau de contrôle de son alimentation. Il faut trouver un niveau aussi qui nous rassure, je pense. Où est-ce qu'on se sent bien pour éviter trop de stress? Certains ont besoin de beaucoup de contrôle et d'autres de très peu de contrôle. Il faut, je pense, travailler avec l'athlète sur le long terme pour essayer de trouver ce qui lui convient le mieux. Et après, dans le quotidien, bien en amont, je dirais, au cours de l'entraînement, moi, je travaille de la même manière sur une périodisation des macronutriments et principalement des glucides, le carburant de la performance. Donc, il y aura certains jours où les apports seront très faibles parce que c'est peut-être des jours de repos, c'est des jours où on s'entraîne peu, c'est des jours de récup. Et il y a d'autres jours où les apports seront très élevés. Donc, je vais travailler sur une fenêtre glissante de 3 jours en considérant ce que j'ai fait la veille, le jour J et ce que je fais le lendemain. Parce qu'on sait que refaire ses réserves de glycogène, ça prend du temps. Hein. Souvent, il faut au moins 20-24 heures à condition de très bien manger. C'est ce qui a été observé pour répléter complètement ses réserves de glycogène. Donc, c'est pour ça qu'on est obligé de travailler sur cette fenêtre de 3 jours au moins, parce qu'il va y avoir une certaine inertie dans cette capacité à refaire ses réserves d'énergie. On peut pas fonctionner, je pense, au jour le jour. Et donc ça, c'est une périodisation qu'on fait avec l'athlète en fonction de son programme d'entraînement. Donc il y a un travail très proche avec le coach aussi. Ouais, je voulais juste dire entre parenthèses, parce qu'on parle beaucoup de l'élite, mais il y a aussi la plupart des gens qui nous écoutent ne sont pas élites. Ça veut dire aussi que si les réserves sont faites de glycogène en 24 heures, ça sert à rien de faire des surcharges glucidiques de 3 jours, quoi. Je suis d'accord. Ça va dépendre de sa capacité à ingérer des glucides. Si on arrive à ingérer, je pense, 8 et 10 grammes de glucides par kilo de poids de corps dans la journée, je dirais que la veille, ça suffit. Moi, personnellement, j'y arrive pas. Moi, j'aime bien courir des marathons et je suis incapable de manger plus de 8 grammes de glucides par kilo de poids de corps. Ça passe pas, je suis un petit mangeur, en fait. Donc, du coup, moi, je vais commencer mon augmentation glucidique les 3 jours qui précèdent et je vais être plutôt sur du 5-6 grammes par kilo par jour. Je vais maintenir ça pendant 3 jours. Ce qui sera déjà une augmentation pour moi, parce que je suis incapable de manger vraiment beaucoup la veille. Alors, je complète parce qu'il y a quelque chose que je discutais avec un athlète que j'ai entraîné là récemment. Je trouve que dans la balance, Julien, je pense que tu vas être d'accord avec moi, dans la balance bénéfice-risque de faire une surcharge glucidique pour un ultra pour gagner un petit peu de stock de glycogène, alors que sur un ultra, tes stocks de glycogène vont considérablement diminuer. Et dans la balance, du coup, tu vas gagner un tout petit peu qui va t'amener un tout petit peu de minutes en plus à la limite sans apporter de glucides. Par contre, tu augmentes les risques d'inconfort gastrique qui peuvent t'amener à moins bien manger pendant ton effort, alors que ça va être crucial en ultra. Et donc, des fois, dans la balance bénéfice-risque, j'ai même conseillé à des athlètes, ne t'embête pas à faire de recharge glucidique avant un ultra. Parce que il y a trop de risques que ça te dérange au niveau gastrique et que tu manges mal tes produits d'effort pendant la course. Ce que tu peux faire, c'est la décaler un petit peu en amont, c'est-à-dire plutôt que de la faire à J-1, tu vas la faire à J-3 et après tu remanges normalement pour se mettre. Ouais, même, moi je recommandais de même pas spécialement augmenter ou de rajouter peut-être 1 ou 2 sirops par jour, c'est tout, mais de pas spécialement s'embêter si la personne est très sensible, c'est avec quelqu'un qui était très sensible du ventre. L'objectif numéro 1, c'est le confort. C'est le confort digestif, le confort intestinal. Il faut prendre le départ de la course avec ce confort. Sinon, on part déjà avec un handicap, en fait. Non, moi j'ai quelques questions, j'en profite, j'abuse un petit peu. Il y a différents types en fait d'aliments qu'on peut prendre en course, en fait, qui peuvent être solides, liquides ou semi-liquides, enfin voilà, gel, boisson ou bar. Est-ce que tous ces 3 types d'aliments en fait vont déclencher en fait un travail gastrique? Et est-ce qu'il y a plus de risques en fait à prendre du solide? Est-ce qu'il y a plus de risques à avoir en fait des troubles intestinaux
Ou est-ce que de toute façon, même juste une boisson en fait déclenche un travail intestinal, quoi? Alors, si on est simplement sur des glucides, si les différents apports contiennent simplement des glucides, que ce soit gel, barre ou boisson, a priori, selon les travaux scientifiques, il n'y a pas vraiment de différence dans la manière dans laquelle on va les utiliser au niveau musculaire, donc c'est l'oxydation. Cependant, ces travaux-là ont toujours été faits en cyclisme. On n'a aucune donnée sur la course à pied. Donc on pourrait se poser la question, est-ce que c'est différent en course à pied? Ce qui peut poser potentiellement des problèmes avec du solide, c'est que souvent les barres énergétiques qui contiennent des glucides principalement, elles contiennent pas que des glucides. Souvent, il y a quand même un petit peu de protéines, un petit peu de graisse. Ça contribue ça constitue une surcharge supplémentaire entre guillemets dans le travail qu'il va falloir faire pour absorber. J'ajoute, parce que c'est souvent de la pâte de date, il y a souvent des doses de fibres qui sont un peu élevées. Il y a des fibres aussi. Alors clairement, les fibres, voilà, surtout quand l'effort est très intense, on évite complètement, on essaye. Donc c'est là où le choix des différents produits énergétiques est important. Est-ce qu'il y a plus ou moins de fibres? Est-ce qu'il y a plus ou moins de protéines? J'ai vu, par exemple, certaines barres énergétiques qui contiennent quand même beaucoup de protéines. Certaines fois, ça va jusqu'à 9-10 grammes de protéines. Il y a des quantités assez importantes de lipides dans certaines barres aussi, de certaines marques. Moi, c'est par exemple des produits que je recommanderais pas, en fait. Si on veut éviter le risque, je me concentrerai plutôt sur des formes qui contiennent principalement des glucides et avec très peu de fibres et des quantités de lipides assez faibles aussi. Donc, le choix, voilà, il peut être influencé également par ce qu'il y a sur l'étiquette, je dirais. Donc il faut apprendre à lire ça également pour faire les bons choix. Ouais. Par rapport aux protéines et lipides, ils sont quand on les prend pendant l'effort, en fait, ils sont pas du tout assimilés ou ils sont assimilés en fait. Difficile, ouais. Ça demande un effort supérieur par rapport aux glucides pour être scindé, tu vois, pour en faire des plus petites molécules et puis pour les assimiler au niveau intestinal. Et c'est ce qui peut poser des problèmes, notamment des troubles à l'effort, en fait. C'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça qu'on a tendance à ne pas les recommander ou des toutes petites quantités. Ouais. Ok. Mais ils sont assimilés quand même, en fait. Par exemple, peut-être qu'il n'y a pas d'intérêt à les prendre en course, en fait, mais qu'à l'entraînement, en fait, c'est déjà pas... Parce que, tu sais, on dit toujours de faire une recharge de protéines après l'entraînement. Enfin, si on les prend pendant l'entraînement, au fait, c'est déjà quelque chose qu'on garde, quoi. Ma question, c'était vraiment savoir si on les gardait, en fait, ou si c'est quelque chose, du coup, qui était rejeté pendant l'entraînement parce que pas possible de les assimiler. Non, on va les garder, mais en fait, ça peut créer de l'inconfort, en fait, surtout. C'est surtout lié à cet inconfort parce que ça demande plus d'énergie et ça peut être encore plus difficile, notamment quand on est déshydraté, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on les recommande pas. C'est une stratégie un peu plus risquée, en fait, de recommander des lipides et des protéines à l'effort pour ces aspects-là. Mais c'est vrai que si on en mange avant, pendant, en fait, ce sera toujours là. On va pas les rejeter ensuite, en fait. Donc ça sert à rien non plus de se gaver ensuite de protéines parce que on en a peut-être déjà mangé suffisamment. C'est comme en musculation, pendant longtemps, on disait il faut les manger uniquement après l'exercice. Mais après, on s'est rendu compte qu'en fait, si on mangeait les protéines peut-être juste avant la séance d'entraînement, les effets pouvaient être quasi similaires parce que les protéines et les acides aminés dans le sang seront toujours présents après la séance. La petite question que je me posais, Julien, je suis désolé pour rajouter ça, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que si c'est difficile à dégrader à l'effort, en fait, c'est petit à petit, c'est pas dégradé, c'est stocké dans l'intestin et au bout d'un moment, ça va être évacué parce que tu as des troubles gastriques, ça fait trop longtemps que c'est présent. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut créer des troubles gastriques, en effet, des troubles gastro-intestinaux, et comme je l'ai dit, accentués par la déshydratation. Et là, ouais, potentiellement, ça peut mener, oui, soit à une réduction très importante de l'intensité, soit à l'arrêt de l'effort complet, soit à l'arrêt de la compétition tout court, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est des stratégies que moi, personnellement, j'évite. Je recommande pas, sauf sur les courses extrêmement longues dont on a parlé au tout début, qui peuvent durer plusieurs jours, peut-être, comme un Tour des Géants, où là, en effet, on peut se permettre peut-être de manger parce que l'intensité est beaucoup plus faible et puis peut-être qu'on peut se poser de manière plus longue aussi. Mais bon, c'est un format de course vraiment différent. Ouais. On n'est pas sur les mêmes intensités, je pense. Le format Tour des Géants pour les élites, c'est le UTMB pour le deuxième moitié de peloton. Donc. Et moi, je me souviens, là, à l'époque où je courais, il y avait, Christophe s'en souvient peut-être, la grande mode, c'était les acides aminés, je vais y arriver, ramifiés pour lutter contre la fatigue centrale. Et moi, je me souviens avoir pris de la CM20. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, ces sachets d'ATM20
en course. Et ouais, non, c'était compliqué à avaler quand même. J'avoue que c'était pas la meilleure idée que j'ai eue de ma vie. Depuis tout à l'heure, on parle nutrition en ultra. Et comme cette nutrition, il va bien falloir la transporter, je prends un instant pour vous parler d'un partenaire de la saison 2 du podcast Courir Mieux, Wise. Wise, c'est une équipe de passionnés d'ultra trail qui s'engagent pour développer du matériel durable, éco-responsable, avec un impact environnemental réduit, et qui répond à nos besoins sur le terrain pour ces efforts de plusieurs heures, voire plusieurs jours. Pour transporter mon équipement obligatoire, mais aussi mon alimentation et mon hydratation, je trouve que le Sherpa Max est particulièrement adapté. C'est leur sac de 12 litres, stable et ergonomique, avec différents rangements accessibles pour facilement avoir accès à notre matériel sans enlever le sac. J'aime surtout ces 2 grandes poches à l'avant pour mettre toute ma nutrition et le rangement des flasques par le côté qui simplifie grandement leur insertion. Je vous invite à le découvrir grâce au lien disponible en description de cet épisode. Et maintenant, revenons à notre échange parce que Ludo a apparemment écouté certains de mes épisodes et a quelques questions pour Julien et moi. Deux questions. Une qui va plus te concerner, Cyril, par rapport à un podcast que tu as déjà fait. Et l'autre, c'est vous parlez de glucides, en fait, de recharge glucidique, de glucides. Avant, on différenciait en fait ce qu'était le glucide et comment on le rechargeait. Maintenant, si je mangeais un morceau de sucre ou je mange du riz, en fait, c'est pareil pour la recharge glucidique. Enfin, ouais. Quel est le type de glucide en fait qu'on va recharger? Tu parlais, Cyril, de prendre plus de sirop. Le sirop, c'est du sucre. Est-ce que c'est mieux de prendre, alors si on parle pas de l'acidité, de prendre un coca ou de prendre des pâtes? Ouais, je sais pas. Voilà. Je pense que ça peut intéresser aussi, enfin ça m'intéresse moi, et puis ça peut intéresser les auditeurs. Moi, si on peut manger plein de chocolat pour faire des recharges glucidiques, ça me va bien. Je vais laisser Julien compléter, mais c'est juste que je trouve que pour moi, en fait, quand tu manges... la raison pour laquelle je disais ça, c'est parce que quand tu ingères des glucides, par exemple, sous forme solide, comme du riz, des pâtes, t'as pas que des glucides. Et du coup, ça fait des portions où moi, je trouve que ça fait du travail, etc. Donc, je recommande, par exemple, si tu veux augmenter un peu tes apports, tu rajoutes un sirop parce que c'est super digeste, ça passe bien. Mais Julien aura certainement plus d'explications que moi. Ouais, il y a en effet, il y a les données de la science qui nous montrent que pour une recharge en glycogène rapide, il faut plutôt privilégier des indices glycémiques élevés, hauts. Donc des sucres qui ont un impact très rapide sur la glycémie, qui vont entraîner un pic de glycémie. Alors bien sûr, c'est pas bon pour la santé, hein, potentiellement. C'est là que le débat arrive. Certains nous disent mais c'est pas bon de prendre du sucre, de boire des sodas, mais c'est ce qui marche le mieux pour augmenter très vite ses réserves de glycogène. Et c'est pour ça que les sportifs qui suivent les recommandations à la lettre le font. Et il y a aussi le côté pratique quand on prend des sucres très rapides, notamment sous forme de boissons, sirop, soda. C'est facile en fait de prendre de très grandes quantités de sucre en très peu de temps. C'est vraiment facile. Dans une canette de soda, on a à peu près 30 grammes de sucre. À l'inverse, pour avoir les 30 grammes de sucre dans des pâtes, il va falloir manger au moins 100 grammes. C'est cuit. Donc c'est beaucoup plus difficile. Et comme tu disais, Cyril, quand on prend des féculents, des pâtes, du riz, il y a toujours une petite proportion d'autres macros, notamment des protéines. Dans les pâtes, le riz, il y a à peu près 10% de l'énergie qui vient des protéines. Donc on va en même temps augmenter l'apport en protéines. Et c'est pour ça que dans certains sports style cyclisme, les cyclistes ont des apports protéiques énormes. Ils sont à plus de 3 grammes par kilo certains jours. Non pas parce qu'ils mangent beaucoup de viande ou de poisson, simplement parce qu'ils mangent beaucoup de pâtes et de riz. Ça fait augmenter petit à petit l'apport protéique et pas que glucidique en fait. Et il y a gros débat là-dessus, hein, bien sûr, parce que ce type d'alimentation, si on suit ça, on est bien loin des recommandations de santé. Hein. Mais on est sur des sportifs de haut niveau qui vont utiliser ce glycogène, on n'est pas sur du sédentaire. Ouais. Et puis je pense qu'il faut surtout différencier le moment où tu vas prendre ces aliments à index glycémique élevé ou faible. Si c'est juste après l'entraînement ou si c'est à 10h du matin que tu étais à ton bureau toute la matinée, évidemment, ça n'a pas le même impact sur ton insuline et potentiellement l'hypoglycémie réactionnelle derrière. Donc c'est post-entraînement, en gros, si tu veux boire du coca, fais-le après l'entraînement. Ouais, juste en fait, tu avais parlé sur un post-cap. Là, on a parlé pas du tout en fait. On parle de quantité de glucides, mais il y a deux types de transporteurs de glucides. Alors, c'est un fructose et puis glucose, c'est ça. Et puis tu mentionnais, Cyril, un troisième qui serait pas ouvert en fait au grand public. Et ça, j'en ai parlé à ma marque de nutrition. Ils sont pas du tout au courant. Alors, tu as parlé de ce troisième. Est-ce que c'est vrai? Il y a vraiment un troisième type? Non. En fait, je t'explique de quoi je parlais dans cet épisode-là et je pense que je laisserai Julien compléter, mais c'est ce que Laura Pomportès, que j'ai reçu, a également mentionné.
En fait, tu as 2 barrières intestinales. Tu as la première, j'ai oublié son nom, et la deuxième, donc tu as 2 barrières. À la première, il y a des GLUT5 et des SGLT1. Je regarde si Julien Louis ne lève pas les yeux au ciel. Et à la deuxième, tu as des GLUT2. Et parmi les hypothèses du gut training, tu as d'une part l'augmentation de la quantité de transporteurs à la première barrière, SGLT1 et GLUT5. Tu aurais plus de transporteurs qui font le passage au premier endroit. Et il y a une autre hypothèse que Laura discute dans l'épisode où je la reçois, c'est une hypothèse de translocation où tu aurais des GLUT2 qui viendraient de la barrière où ils sont de l'autre côté, à la première barrière, filer un coup de main sur le transport des fructoses. Et ça, c'est une hypothèse, donc certains papiers avancent, que Laura discute également. Donc c'est ceux-là, c'est pas qu'ils sont pas ouverts au grand public, c'est qu'ils viennent pas de suite. Et c'est quand il y a vraiment commence à y avoir une certaine saturation d'après certains papiers. Je peux retrouver, mais je les cite, les papiers dans l'épisode où je parle de ça, où il parle justement de ce GLUT2 qui passe de la barrière numéro 2 à la barrière numéro 1 pour filer un coup de main à GLUT5 qui sont saturés. En gros, c'est ça l'histoire. Julien, je te laisse... Oui, peut-être, c'est intéressant. Ça fait partie un petit peu des nouveautés scientifiques, hein. Mais il y a peu d'évidence par rapport à ça. Honnêtement, j'aurais du mal à me prononcer par rapport à ça, parce que il y a très peu de choses. Et je pense que ça vaut le coup, par contre, aussi peut-être de mentionner, on l'a pas mentionné, c'est-à-dire que là, on parle de transporteurs au niveau intestinal, hein, pour l'absorption, mais il y a aussi des transporteurs au niveau de la cellule musculaire. Et ceux-là aussi, du coup, ils peuvent se développer, surtout grâce à l'entraînement. Et ceux-là, en effet, ils vont transloquer, c'est-à-dire ils vont migrer en fait de l'intérieur de la cellule vers l'extérieur pour faire passer les glucides, enfin le sucre, dans la cellule musculaire. Ou de la même manière, quand on s'entraîne à jeun, on a des transporteurs plutôt aux acides gras qui vont migrer vers la paroi extérieure pour faciliter le transport. Donc en fait, on peut s'améliorer de plusieurs manières à tous les niveaux, aussi bien au niveau de l'intestin qu'au niveau du muscle, par l'entraînement bien sûr, et par le fait de quand même manger régulièrement, comme on l'a dit au tout début. C'est quand même important en fait de mentionner justement que quand on va augmenter son apport en fait glucidique, de faire attention à ce qu'il y a dans les produits qu'on prend, parce que on va pas pouvoir augmenter en fait qu'un type de glucides, quoi. Ça vous me confirmez en fait que il faut qu'on ait une répartition. C'est fructose et glucose. Moi, je veux pas dire de bêtises parce que je connais pas assez. Mais... Ouais, c'est ça, ouais. C'est glucose, fructose ou maltodextrine, fructose. Maltodextrine et glucose utilisent le même transporteur. Souvent, c'est fructose maintenant. Avec un ratio de 2 pour 1, on est toujours là-dessus, Julien? Ouais, on est 2 pour 1. Alors, ça évolue de plus en plus. On était à 2 pour 1 jusqu'à 90 grammes par heure et maintenant de plus en plus avec des sportifs qui arrivent à monter plus haut, 120 grammes, bon, on a dit plus haut, 140, 150 grammes. On est sur des ratios de 1,08, voire 1,1 maintenant. Le futur, je pense, c'est 1,1 a priori. À voir. À voir ce que les recherches nous disent. Pour reprendre ce que disait Ludo, ça a des applications pratiques. Si tu veux monter, ça veut dire qu'effectivement, il faut aussi, pas seulement monter les glucides, mais aussi changer la composition de ces glucides. Je propose qu'on conclue cette parenthèse cette partie sur la nutrition qui était passionnante, avec une ou deux questions juste pour terminer. Et ce que, du coup, Ludo, pour compléter ce que j'avais dit dans l'épisode, et Julien, c'est la revue de littérature de Roland Zéal en 2015 qui parle de cette hypothèse de passage de la première des GLUT2 de la première barrière à la deuxième barrière pour filer un coup de main à GLUT5 et SGLT1. Donc c'est ce papier-là que je cite, et elle n'est pas réservée aux élites, c'est juste qu'elle dépend des quantités que tu absorbes, en tout cas d'après ces auteurs dans la revue de littérature. Et 2015, pour le gut training, c'est la préhistoire, hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Mais en tout cas, dans ce papier, il en parle, je pourrais mettre le lien en description de l'épisode, c'est la revue de littérature de Roland et al. En 2015. La question que je voulais ouvrir pour tout le monde là et pour arriver à la fin de cet enregistrement, c'est est-ce que vous avez l'impression que tout ce qu'on a discuté jusqu'ici, ça a évolué en fait au fil des années? Est-ce que ce qu'on a discuté sur la résistance musculaire, sur la nutrition, c'est des choses qui sont nouvelles? C'est des choses qu'on savait déjà, Ludo, en 2016, quand tu courais ton UTMB et tu le gagnais. Christophe, quand t'entraînais pour... par exemple, François, pour ses premières victoires sur l'UTMB, pareil, Adrien. Est-ce que dans les méthodes d'entraînement et dans les connaissances qu'on a, là, on est en train de parler de choses qui sont nouvelles et qui ont changé au fil des années ou 20 ans de l'UTMB, 21 ans cette année, si je dis pas de bêtises, ou est-ce que c'est quelque chose où c'est des choses nouvelles et on est un peu aux frontières? Je voudrais bien vous entendre là-dessus. Peut-être que Ludo, tu peux commencer, par exemple. Est-ce que toi, tes méthodes d'entraînement ont changé au fil des années sur l'UTMB, ou est-ce que globalement, tu as l'impression qu'il n'y a pas eu de changement drastique?
Non, il y a forcément, enfin pour moi, il y a eu vraiment des changements, mais des changements en fait. Déjà, oui, je pense que les méthodes d'entraînement ont quand même changé et je pense qu'elles changeront encore, notamment dans l'ultra, parce que on est quand même, enfin l'ultra trail, on est quand même un peu qu'au début. Euh, et pour moi, ça a changé aussi par rapport au temps que je peux accorder en fait à la discipline. Oui, enfin. Moi, je suis toujours un petit peu en recherche de ce qui me convient. Et encore une fois, en fait, je pense qu'il n'y a pas de généralité. C'est que chacun doit faire aussi ses propres tests et voir ce qui lui convient. D'où l'importance des plans personnalisés, d'adapter vraiment à la personne et à son environnement. Mais moi, oui, là, ça a changé en fait, notamment avec les volumes d'entraînement peu avant la course, quoi. Je faisais pas des semaines en fait aussi chargées en 2016 que je l'ai fait maintenant, tout en gardant en fait des entraînements relativement light le reste de l'année. Mais c'est cette montée progressive en fait avant la course. Ça fait que quelques années pour moi que je la pratique et la façon dont je place en fait ce volume. Il évolue un peu et je cherche aussi un petit peu justement ce qui me convient de mieux. Si ce volume il est mieux passé à 3 semaines, à 2 semaines, j'ai pas encore essayé la dernière semaine, mais mais ouais, je pense que et puis enfin, même s'il y a des généralités, encore une fois, je le répète, je pense qu'il faut vraiment que chacun se fasse sa propre expérience et aille chercher ce qui convient, quoi, ce qui lui convient, quoi. Non, pour dire que là encore, je pense que c'est compliqué d'avoir un discours aussi généraliste. Alors, je comprends bien que le temps est contraint, etc. Mais pour moi, il y a trois niveaux là. Il y a d'une façon générale pour les élites, d'une façon générale pour la masse des coureurs, et puis au niveau individuel. Donc, je commence par le niveau individuel. C'est pas parce que tu t'entraînais, que tu as changé ta façon de t'entraîner que c'est lié forcément à des connaissances différentes, etc. Si tu fais toujours la même chose, de toute façon, par définition, tu plafonnes. Donc, à un moment donné, il faut apporter de la variété dans son entraînement. Et ça, je laisserai Christophe, Adrien affirmer ou confirmer ça. Ensuite, sur les athlètes pros, parce qu'il y a, enfin, les athlètes élites, parce qu'il y a de plus en plus d'athlètes professionnels, etc. Et encore une fois, Ludo est un très bon exemple. C'est vraiment un bon choix d'avoir invité Ludo. Forcément, il t'entraîne de plus en plus. Il vient de le confirmer. Tout est plus professionnel au niveau des hygiènes de vie, etc. Donc, forcément, ça entraîne des changements dans l'entraînement. Par contre, au niveau de l'entraînement de la masse, le troisième niveau dont je parlais, je vais prendre l'exemple de mon livre. La première et la deuxième version de mon livre, Ultra Trail Performance et Santé, Plaisir et Santé. Entre 2012 et 2022, vraiment la seule chose qui a changé fondamentalement entre ce que je disais en 2012 et ce que j'ai écrit en 2022, alors ça ne veut pas dire que j'ai raison évidemment, mais c'est justement ce dont on a parlé longuement, c'est le gut training, où je disais que de toute façon, on ne pouvait pas améliorer, parce que les connaissances étaient celles-là en 2012, on ne peut pas améliorer les transporteurs intestinaux, etc. Et ça, évidemment, ça a changé depuis 2012. Sur le reste, c'était pas évidemment qu'il y a des ajustements, et notamment pour les athlètes de haut niveau, mais pour la masse, les week-end shocks, j'en parlais déjà, etc. Donc, il y a pas eu tant de changements que ça au niveau macro. Bien sûr qu'il y a des évolutions et c'est normal, ça continuera comme l'a dit. Ouais, je dirais pas non plus qu'il y a eu un changement radical dans mon métier en 15 ans. Mais forcément, il y a des ajustements au fil des années sur des stratégies, sur des entrées de physio ou sur des types de séances bien particulières que je faisais pas, que je faisais pas. Donc, on évolue avec la pratique, on évolue aussi avec les retours de course, et donc forcément, j'entraîne plus et j'ai plus les mêmes plans d'entraînement aujourd'hui en 2025 que je pouvais donner en 2010. Après, effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup de recherches autour de tout ça. Il y a beaucoup d'évolution, il y a beaucoup de professionnalisation du milieu si on reste sur les élites. Et moi, j'essaye plutôt d'être garant d'une cohérence aujourd'hui sur un entraînement, dans le sens où on peut, en tout cas sur l'ultra, où on peut pousser tous les curseurs. Pour moi, on l'a bien vu aujourd'hui dans cette interview, c'est quand même pluridisciplinaire et en tout cas, il y a plein de leviers d'action pour performer sur l'ultra. Et quand on est sur l'aspect performance, on peut tout de suite aussi pousser des curseurs très très loin sur un secteur ou l'autre. Mais finalement, il faut à la fin, c'est la cohérence de l'ultra, c'est le jour de la course. En quoi cette course elle reste aboutie. Et
pour moi, aujourd'hui, en tout cas, si on parle d'ultra et du TMB, je pense que ma vigilance, c'est de toujours faire de ces athlètes des athlètes plutôt robustes que performants, alignés, mais qui n'ont pas de solution de repli, parce que on a suroptimisé des potentiels, mais il n'y a pas de plan B ou de plan C. Bon, tout à l'heure, tu parlais, Julien, du plan alimentaire, etc. Et donc, en tout cas, moi, je m'engouffre pas dans toutes les nouveautés. Très clairement, c'est vraiment je laisse venir. Et puis, je l'ai bien vu sur toute ma pratique. On est passé, on l'a vu sur l'aspect alimentaire, mais aussi on l'a vu sur d'autres aspects où il y a des phénomènes de vagues comme ça qui se font. Et finalement, on restabilise des choses tranquillement. Donc, moi, aujourd'hui, je suis plutôt dans ma posture de coach, dans garder une cohérence d'ensemble pour aller vers l'ultra. Et pour moi, aujourd'hui, la cohérence de l'ultra, ça reste quand même de faire des athlètes hyper robustes pour tenir 24 heures dehors, par toutes les conditions et par toutes les conditions à la fois stratégiques de course et puis météo, etc. Plutôt que de suroptimiser. Alors, je pourrais suroptimiser pour quelqu'un qui court 3 heures, ça me gêne absolument pas. Mais quand on est dans une dimension ultra, cet aspect global, pour moi, il est fondamental. Et puis, toujours avec cette pensée quand même que on a parlé tout à l'heure, on fait du sport de haut niveau, c'est pas l'OMS, c'est pas les recommandations de l'OMS, on est OK, mais à la fin on revient toujours aux recommandations de l'OMS quand on a 55 ans ou quand on a 60 ans. Donc aussi, c'est quel impact on mène dans sa carrière, parce que c'est pas donc voilà, je suis toujours un peu sur cette optique de est-ce que c'est une fin en soi et comment on garde l'athlète dans son projet d'ultra. Et c'est pour ça que c'est passionnant comme métier, parce qu'en fait on n'est pas sur un facteur ou 2 facteurs de performance. On est vraiment, c'est beaucoup plus global. Donc pour moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas je me positionne comme ça, moi, par rapport aux évolutions. Un athlète que tu entraînes, François, disait que et je laisserai Adrien compléter après, que pour gagner l'UTMB, il fallait être adaptable. Et que c'est peut-être ça dont tu parles. C'est entre être adapté ou adaptable. Enfin, ça, moi, je sais pas si j'ai été beaucoup inspiré ces derniers mois par Olivier Amand, qui travaillait sur la notion de robustesse versus la performance. Donc, Olivier Amand, c'est un chercheur qui travaille sur le métabolisme du vivant, et qui dit le vivant a passé les générations, a passé les millénaires. C'est pas parce qu'il est performant, c'est justement parce qu'il est robuste. Et tout à l'heure, tu parlais, Guillaume, de sous-optimisation, c'est-à-dire qu'on pousse les curseurs. Le vivant peut avoir des sur-optimisations, mais en réalité, toute sa vie, il est en sous-optimisation pour répondre à des chocs de sur-optimisation. Et donc, il a une robustesse, il a une polyvalence d'adaptation, etc. Et ça me parle pas mal, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on pose tous les... par exemple, l'exemple qu'il avait, c'est notre corps fonctionne à 37,5. En cas de crise, il peut monter jusqu'à 40, 41. Mais il vit pas à 40, 41 tout le temps. Voilà. Et cette marge de manœuvre pour contrecarrer, et dans des périodes d'ultra où on va chercher le mot ultra, par définition, c'est aller au-delà de quelque chose. On a besoin de cette marge de manœuvre. Et arriver suroptimisé au départ d'un ultra, si on n'a pas cette marge de manœuvre, pour moi c'est problématique. Donc il faut créer, je trouve, sur l'athlète, justement, ce que disait François, cette capacité à faire et cette capacité à faire plus. Mais cette marge de manœuvre, elle doit rester dans l'ultra, elle doit rester tout le temps un peu en secours pour pouvoir l'activer. Sinon, on est tout de suite face à la difficulté, quoi. Ça, c'est intéressant. C'est à la fois des ressources psychiques, physiques. Voilà, donc c'est... En gardant quand même à l'esprit que toutes ces capacités dont on a parlé depuis le début sont aussi en grande partie déterminées génétiquement. Il ne faut pas croire que tout est une question de travail. N'oublions jamais ça. Je connais un chercheur qui disait que si on n'a pas une bonne VO2 max, il faut faire un procès à ses parents. Ouais, et puis il faut... par contre, si on n'a pas une bonne VO2 max, il faut mieux faire de l'ultra que du court, ça c'est sûr. Ouais, mais du coup, moi ça, je vais pas mal rejoindre du coup Guillaume là-dessus, qui est voilà, en me disant que je pense qu'il n'y a pas eu énormément d'évolution pour la masse, en fait, pour le gros du peloton, où on est quand même dans ce même travail d'endurance au sens général, comme avait pu le citer Guillaume au tout début. Mais par contre, on le voit quand même sur les élites, où on a de plus en plus d'athlètes qui consacrent plus de temps
la pratique et qui arrivent à travailler plus dans le volume de travail, dans l'optimisation de la récupération. Donc voilà, de plusieurs facteurs, qui optimisent à plusieurs facteurs, qui ont plus de temps là-dessus, mais tout en gérant un certain équilibre. Je pense que ce qui est important, c'est de jamais vouloir trop d'un coup, mais essayer justement d'équilibrer un petit peu la pratique et toujours avec ce sens de progressivité. Et je pense que ça, par contre, voilà, ça a quand même pas mal évolué parce que il y a 10 ans, on n'avait pas autant de coureurs professionnels ou élites qui consacraient autant de temps en fait à ça. Donc je pense que c'est vraiment important de pouvoir cibler ça. Donc on peut faire plus de volume, plus de spécifique, c'est-à-dire en montagne, quand on veut travailler, comme on a parlé un petit peu de certains facteurs à travailler, on peut pousser plus, je pense, plus de curseurs sur l'élite. Et moi, je sais que j'ai évolué là-dessus et j'ai évolué faire évoluer ma manière de travailler vraiment sur plus sur l'élite, sur la masse un peu moins. Et c'est vrai que comme le disait Christophe aussi, c'est il y a un facteur de performance. Il parle de robustesse et c'est un facteur de performance moi que j'ai rajouté sur mes facteurs de performance depuis peu et j'ai toujours, c'est la rusticité. Et plus on monte sur la distance et plus on a besoin de rusticité, mais même sur des distances un peu plus courtes. Le trail demande de la rusticité et pas obligatoirement que des athlètes très très performants, très pointus sur tous les facteurs de performance. Mais je pense qu'il faut une rusticité qui soit importante pour pouvoir être bon sur ultra. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai rajouté même dans mes conseils en fait en entraînement où je demande plus de rusticité en fait aux athlètes. C'est marrant, rusticité, parce que j'ai passé un mois dans la voiture avant la hard rock, donc je suis assez... Il y avait dans les ruisseaux... C'est vrai, c'est un bon exemple. Je pense que tu avais déjà un potentiel rustique, Ludo, qui était bien poussé là-dessus, et c'est ce qui t'a toujours été un gros facteur de performance pour toi aussi sur l'ultra. Mais c'est vrai que c'est vraiment un signe qui fait que... Mais ça m'arrive maintenant de demander des fois à des athlètes justement là-dessus de se mettre des fois en difficulté à l'entraînement, d'aller il pleut, c'est très bien, vas-y en t-shirt et en short, tu verras, ça va te faire du bien. C'est sur des athlètes justement qui ont le travail la rusticité, ou le travail de mental, et où ce sont d'excellents coureurs mais qui manquent en fait cette rusticité et qui vont de suite en fait pouvoir vriller un peu mentalement dès qu'il y a un grain de sable en fait qui vient ça là-dessus. Sauf que les grains de sable dans un ultra, il y en a beaucoup, et pour certains ça peut même devenir un désert des fois. Donc du coup je pense qu'il faut savoir vraiment gérer en fait tous ces aléas et être rustique et prendre et relativiser beaucoup en fait de tous ces grains de sable qu'on peut retrouver dans un ultra, parce qu'un ultra, c'est rare que ce soit une ligne toute plate, toute rose en fait, et il faut pouvoir gérer tout ça. Donc je pense que cette rusticité, elle est très importante, et moi c'est quelque chose que je rajoute de plus en plus dans les entraînements. Pour rebondir juste là-dessus et arriver à la dernière question de cette deuxième partie sur laquelle on va conclure, il y a les travaux d'un chercheur que j'admire beaucoup qui s'appelle Paddy Ekekakis, qui avait développé une échelle pour les sportifs de haut niveau, pour les sportifs, les athlètes qui recherchent de la performance, de tolérance à l'inconfort. Une échelle de mesure de tolérance à l'inconfort. J'ai l'impression que ça rejoint un petit peu ce que tu soulèves, Adrien, en termes de rusticité, ce que tu soulèves, Ludo, également. C'est à quel point est-ce que tu es capable de tolérer un certain inconfort qui va s'installer, par exemple, dans une course sur un ultra, ou par exemple avec une montée en intensité ou pas. Et je pense que ça rejoint peut-être un petit peu, peut-être qu'il faudra que je le vulgarise dans un épisode à venir dans le futur. Mais est-ce que c'est vrai sur le court? C'est ça la question que je me pose. C'est-à-dire ça, je pense, c'est vraiment un atout, cette tolérance à l'inconfort sur le long. Est-ce que c'est aussi vrai sur le court? Je suis un peu moins persuadé. En fait, sur le court, c'est juste que la source d'inconfort, pour moi, c'est pas la même. Hein. Ça va être inconfortable parce que tu es à 175 BPM et que tu respires pas, quoi. Typiquement, vivre un mois dans sa voiture, etc., je pense que c'est un atout en ultra. Je suis pas sûr que ça soit un atout sur du plus court, autour de la route, autour du marathon, etc. C'est Christophe qui disait, je me souviens que quand on m'avait fait une interview pour mon livre, que les coureurs sur route sont des berlines, et les coureurs de trail et d'ultra en particulier sont des 4x4. Donc c'est ça, c'est la robustesse au sens large, qu'elle soit d'ailleurs
musculaire, etc. Et puis aussi une robustesse mentale. Pour rebondir là-dessus, Guillaume, c'est vrai que sur le court, on a beaucoup moins, et c'est vrai que justement, on a ce côté un peu plus Formule 1. Maintenant, sur des formats qui peuvent être du marathon jusqu'à du 60 km, qui sont relativement courts, on est un peu sur la moyenne distance. Mine de rien, on va avoir une part de robustesse dans le sens où si on met une Formule 1 sur un 40 km de montagne avec des conditions exécrables, en fait, on peut vite perdre quelqu'un dans le sens où on perd le mental, en fait, et louper sa course. Et je pense que même sur ces distances-là, quand on se retrouve dans des conditions qui sont vraiment extrêmes, on va avoir une part de rusticité qui va être très importante. Ça me rappelle à l'époque, je faisais des raids multisports, on voyait arriver des triathlètes, des super bons triathlètes, Ironman, etc. Bon, souvent, on les voyait arriver sans forcément énormément d'inquiétude parce qu'ils n'avaient pas justement nécessairement cette résistance à l'inconfort. Ouais, on peut faire un petit clin d'œil à Sébastien Réchon, je pense qu'il y a un bon exemple de tout ce qu'on vient de discuter en termes de robustesse, même si Ludo est également un très bon exemple de tout ça. Je vous propose la dernière question pour conclure cet épisode de la rubrique Gollum qui est partenaire de la saison 2 du podcast Coureur Mieux. Et celle-là, je pense qu'elle va te plaire, Guillaume, mais qu'elle va plaire à tout le monde parce que c'est juste que Guillaume t'a dédié un chapitre dans ton livre. Donc, dernière question, selon vous, et exactement le même exercice qu'au tout début de la partie 1, un seul facteur que vous pouvez garder en tête. Quel est le facteur pour vous pour rater votre UTMB ou votre ultra? Si vous devez en garder qu'un seul, chacun à votre tour, je vous écoute. Passer à la place que l'on espère à Saint-Gervais. Ok, super. Pour moi, je dirais vouloir faire un UTMB si on n'est pas fait pour ça. Je peux te demander ce que tu mets derrière fait pour ça? Tous les coureurs ne sont pas faits, que ce soit d'un point de vue technique de course, résistance musculaire, approche mentale, etc., pour faire du long. Tout le monde veut faire, alors pas tout le monde, mais une grande partie des coureurs de crève veulent faire de l'ultra et en particulier l'UTMB parce que c'est beau, il y a des belles images, ça donne envie, c'est sûr. Mais ils ont pas tous les qualités pour ça. Et alors, pour terminer, oui, tout le monde peut terminer un ultra, ça y a aucun doute. Mais je parle du haut niveau. Et certains qui essayent de faire des transitions, parfois, c'est compliqué. C'est pas qu'ils ont forcément la mauvaise approche. C'est juste qu'ils ont pas, ils ont encore une fois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ils n'ont pas la génétique pour ça. Ça veut pas dire qu'ils sont pas bons pour faire du plus court. Au contraire. Souvent, c'est quand même un petit peu incompatible. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu les deux épreuves, je m'étais amusé à faire ça. Une fois, j'avais été invité à Sion pour faire une conférence sur Sperzinal. Et donc, je m'étais amusé à regarder un petit peu les palmarès de ces deux courses un petit peu qui ont de l'historique, Sperzinal et l'UTMB, qui ont 20 ans d'historique. Ben, finalement, tu peux regarder, il y a absolument aucune superposition entre les palmarès, à une exception près. Je vous laisse deviner. Je pense que tout le monde la connaît. Et c'est en ça que, pour moi, Kylian est exceptionnel. Il est pas exceptionnel dans ses performances sur le court. Oui, il est super fort. Il est pas exceptionnel sur l'ultra. Oui, il est super fort. Mais il est vraiment exceptionnel parce que c'est le seul à pouvoir gagner aussi longtemps, en plus, sur les deux tableaux. Et ça, franchement, bravo. Ouais, moi, j'hésite un peu entre deux. C'est de savoir pourquoi on fait l'UTMB, d'aller sur l'UTMB avec les bonnes raisons, et le arriver trop près à l'UTMB, le trop. Partir en moonwalk, ça va pas aider, quoi. Non, mais... non, c'est trop penser déjà à la ligne d'arrivée, quoi, pour moi, en début de course, quoi. Si on pense déjà à la ligne d'arrivée au Gaillon, c'est pas beaucoup. Pour moi, ce serait être persuadé que sa stratégie de nutrition va bien se passer. Ne pas avoir de plan. Écoutez, je pense qu'avec ces 5 réponses, on a vraiment parfaitement de quoi cerner, de quoi approcher peut-être mieux. En tout cas, les auditeurs auront de quoi mieux approcher l'UTMB. C'est facile pour moi, j'ai pas eu de réponse à donner. J'aurais bien été embêté avec les questions que je vous ai posées. Non, c'est juste qu'on a abordé dans cet épisode, en fait, la nutrition et que les problèmes gastriques qu'on peut avoir en fait pendant les courses sont pas toujours liés à la nutrition et peuvent même avoir des raisons médicales, notamment avec des bactéries en fait. Enfin, j'en ai discuté récemment avec des personnes sur la hard rock et voilà, peut-être qu'il y a aussi des choses vraiment médicales à aller chercher en fait quand on a des problèmes récurrents de digestion, enfin ou vraiment d'estomac pendant les courses, quoi. Ouais, bien sûr. Je pense que c'est enfin, Julien pourra évidemment confirmer, mais j'ai l'impression que la solution simpliste, c'est essayer un produit, essayer d'autres produits, etc. Mais à un moment, si tu tournes en rond, j'ai quand même le sentiment qu'il y a peut-être autre chose à aller voir, effectivement. Tu appelles un professionnel pour avoir un avis. Je pense que c'est important, en effet. Si c'est très fréquent, c'est à chaque course, on a le même problème. Je pense qu'il faut investiguer.
Mais du coup, faire appel à un professionnel, quel que soit le problème, hein, c'est-à-dire que si tu t'entraînes tout seul, si tu te fais ton alimentation tout seul, si tu fais ta prépa mentale tout seul et que tout va bien, bah tant mieux. Et puis après, tu as peut-être besoin d'un entraîneur, d'un prépa mental et d'un nutritionniste si tu as besoin, si tu as des choses à débloquer ou des problématiques récurrentes. Et là, avec 2 entraîneurs présents, je pense qu'il nous aurait manqué une prépa mentale ou un prépa mental, mais je pense que personne va dire le contraire. La robustesse, elle est aussi, et peut-être surtout à ce niveau-là. Hein. Je vous remercie tous pour toutes les réponses que vous avez apportées aux nombreuses questions que j'avais à vous poser. Je vous remercie également pour votre robustesse, comme je disais, face à tous les aléas d'enregistrement qu'on a pu avoir parce qu'il y en a eu une énorme quantité. Je mettrai tous les liens vers vos différents profils et activités en description de l'épisode. Et ouais, à très bientôt et encore merci pour votre temps. Merci. Merci à toi. Merci Cyril, merci à tous. À bientôt. Voilà, c'est tout pour ce 2e épisode sur comment gagner l'UTMB et ce que chaque athlète doit savoir pour réussir ses ultras. Je remercie For Endurance, partenaire de cette saison 2 du podcast Courir à mieux. For Endurance, c'est un ensemble de produits énergétiques de qualité pour le trail et dont les compositions sont cohérentes avec la littérature scientifique. C'est ça qui me plaît le plus chez eux. En ultra, on l'a largement discuté dans cet épisode, les apports glucidiques et l'hydratation sont cruciaux. Donc je vous propose de découvrir la boisson Energy Unit Drink 90 de Endurance. Par flasque, elle propose 90 grammes de glucides avec de la maltodextrine et du fructose à un ratio 1,08 pour réduire les risques de problèmes gastriques et 300 mg de sodium pour compenser les pertes liées à la transpiration. Pour découvrir cette boisson, vous pouvez utiliser le lien présent en description de l'épisode. Je remercie également les 3 autres partenaires de cette saison 2 du podcast qui n'existeraient pas sans eux, Suunto et Wise. En description, vous trouverez des codes promo pour la plupart d'entre eux. N'hésitez pas à les utiliser pour vos prochaines commandes. Dans le prochain épisode, je vous propose qu'on mette la science de côté quelques instants pour écouter un athlète qui va nous parler de comment il s'est préparé à un des événements majeurs du trail international, Jean-Philippe Tchoumi. Je vous dis donc à très bientôt et d'ici là, n'oubliez pas que selon Edwards Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.